un moment donné, je crois que j'avais partagé les méthodes statistiques en deux types de méthodes. On avait parlé de méthodes descriptives, où il s'agissait tout simplement d'explorer les données, et c'est ce que nous avions fait en utilisant des graphiques, en utilisant des tableaux, en utilisant un diagramme en bâtonnet ou un histogramme. Et on avait aussi dit qu'il y a un autre type de méthode, c'est des méthodes inférentielles ou descriptives. Et au moment où on en a parlé, on avait dit que ce type de méthode permet de généraliser un petit peu les conclusions qui sont tirées à partir de données à la population d'où ils viennent ou du phénomène qu'ils veulent décrire. Et ces méthodes-là, on les a appelées méthodes inférentielles ou descriptives. Donc, depuis qu'on avait évoqué ce sujet, on n'a fait que préparer le terrain pour arriver à ce stade et nous y sommes arrivés maintenant. Donc, cette leçon 16 sera intitulée « Introduction à l'inférence statistique ». Alors, ce chapitre sera divisé en plusieurs paragraphes. Le premier sera « Inférence concernant un paramètre d'une population ». Puis, on parlera de l'inférence concernant un paramètre d'une distribution. Et enfin, on parlera d'inférence concernant tout simplement une distribution. Donc, inférence concernant un paramètre d'une population. L'inférence ou l'induction se réfère au processus qui consiste à remonter du particulier au général. Ceci, c'est à peu près ce qu'on pourrait trouver dans un dictionnaire quand on veut regarder la signification du mot inférence ou induction. Alors, pour ce qui nous concerne, le particulier est l'échantillon et le général, c'est la population. Donc, nous allons rester fidèles à cette définition de l'inférence qui est une définition générale littéraire. Et donc, on va remonter du particulier au général en partant de données concernant un échantillon et on va essayer de voir comment on peut faire dire à ces données des choses à propos de toute la population. Et c'est ça, en fait, l'objet de l'inférence statistique. Alors, l'inférence statistique se réfère au fait de tirer des conclusions sur un phénomène à partir d'évidences statistiques révélées sur quelques observations de ce phénomène. Donc, je crois que finalement, les choses sont claires. À partir d'observations du phénomène, qui peut être une population ou une expérience aléatoire quelconque, notre objectif, c'est, en partant de données qui contiennent des évidences statistiques, donc révèlent des évidences statistiques, on va essayer d'utiliser ces évidences pour voir comment on peut généraliser des conclusions au phénomène tout entier ou à la population. Alors, ce processus est bien évidemment risqué. On doit être alors en mesure d'évaluer ce risque. Donc, vouloir généraliser des conclusions obtenues à partir d'un nombre réduit d'individus dans une population à toute la population ne peut pas se faire sans erreur. Et alors, sans être en mesure de maîtriser ces erreurs, de les évaluer éventuellement, je crois que le travail serait incomplet. Donc, ce sont ces deux choses auxquelles nous allons nous atteler dorénavant. Donc, partant de données et partant de conclusions émanant des données, on veut les généraliser à la population tout en être capable d'évaluer les erreurs qu'on aurait commises en faisant ceci. Alors, pour illustrer ça, nous allons tout simplement démarrer d'un exemple, exemple 1. Pour avoir une idée sur la longueur d'une table L inconnue, on se propose d'effectuer n mesures. Donc, l'objectif, c'est d'avoir une idée sur la longueur de la table et la façon d'y arriver, c'est de faire un certain nombre de mesures répétées au nombre de n.
on note M1, M2, Mn et les valeurs observées de ces mesures, on peut penser à la moyenne M indice M de ces mesures, donc de ces valeurs, comme valeur approximative de L. Donc ça, c'est un peu l'intuition. Ayant effectué un certain nombre de mesures, nous pouvons tout simplement prendre la moyenne et espérer que dans cette moyenne, il y a une tendance à éliminer les excès et les défauts dans les différentes mesures pour arriver à une valeur relativement proche de notre longueur L qui nous est inconnue. Alors, pour pouvoir apprécier la qualité de cette approximation, il faut introduire un critère de jugement. Le critère peut nous faire penser à une autre fonction des observations pour approximer L. Donc, approximer la longueur par la moyenne, il reste tout de même une incertitude dans cette approximation. Et alors, nous devons avoir un critère qui va nous permettre d'évaluer cette incertitude. Et ce critère, dans certaines situations, peut-être pas dans celle-là, peut tout simplement écarter cette moyenne comme quantité qui peut approximer L et finalement nous suggérer une autre quantité. Donc finalement, la moyenne, ce n'est qu'un départ. C'est l'intuition qui nous a fait penser à cette moyenne, mais le critère peut tout simplement nous dire qu'elle n'est pas valable. Utilisez plutôt autre chose pour approximer votre longueur que vous ne connaissez pas. Alors, un exemple 2, dans une population, la proportion des individus atteints d'une maladie est P. Ce P est inconnu. On prend un échantillon aléatoire de N individus dans cette population et on les soumet à un dépistage pour découvrir parmi ces individus quels sont les individus qui sont malades et quels sont les individus qui ne sont pas atteints par la maladie en question. Alors, selon qu'un individu est malade ou pas, on lui associe une étiquette portant 1 ou 0. Donc, s'il est malade, on va lui coller une étiquette portant 1, et s'il ne l'est pas, on va lui coller une étiquette portant 0. Le résultat, c'est E1, E2, En, qui sont les étiquettes, avec EI égale à 1 si le IM individu est malade, et il est égal à 0 si il ne l'est pas. Quand on regarde la somme des EI, ceci, c'est le nombre de malades dans l'échantillon, puisque un EI qui est égal à 1 nous dit que le IM individu est malade, mais si ce IM individu n'est pas malade, ce sera 0, et donc ce ne sera pas compté dans cette somme, et donc le nombre de malades, c'est cette somme-là dans l'échantillon. Ce n'est pas la première fois qu'on parle d'une telle somme. La moyenne de ces EI, E bar, c'est somme des EI sur N, et la proportion des malades dans l'échantillon. E bar représente pour l'échantillon ce que représente P pour la population. Rappelez-vous que P, c'est la proportion des malades dans toute la population, alors que E bar, c'est la proportion des malades dans l'échantillon. Alors, cette caractéristique partagée par P et E bar peut nous faire penser de manière intuitive, on est donc tenté d'approximer P par ce E bar. Donc, c'est l'intuition, parce que ces deux quantités, une inconnue et une autre connue, ont à peu près la même, ils décrivent la même chose, proportion de malades, la première dans la population et la deuxième dans l'échantillon. Donc, on est tenté de dire que P est approximativement E bar. Le problème d'approximation de L ou de P est appelé problème d'estimation. Donc, quand on a un paramètre L ou P qui est inconnu, et quand l'objectif est de l'approximer, c'est-à-dire d'avoir une valeur qui l'approche, ce problème sera dit problème d'estimation. Au lieu d'approximer P, on peut chercher à vérifier la prétention des autorités médicales disant que cette maladie affecte moins de 7% de la population. Ceci, c'est un autre type de problème. Donc, dans la première partie de ce paragraphe, nous avions vu que notre objectif était chercher à avoir une idée sur cette proportion. Là, le problème n'est pas de trouver une valeur approximative de P, mais de vérifier est-ce que P est inférieur
à 7% ou non. Alors, on veut donc chercher à vérifier l'hypothèse que P est inférieur ou égal à 0,07. Alors, si cette hypothèse-là est vraie, c'est que la prétention dont nous avions parlé des autorités médicales qui prétendent que la maladie ne touche pas plus de 7% de la population est vraie, mais si cette hypothèse-là est fausse, alors là, ils sont en train de dire du n'importe quoi et il va falloir réviser la situation et voir quelle est la vraie proportion. Un tel problème est dit problème de test d'hypothèse. Donc, vérifier une hypothèse, si elle est vraie ou pas, ça sera un problème de test d'hypothèse. Encore une fois, on pense se servir de E bar pour confirmer ou infirmer cette hypothèse. Donc, la référence intuitive pour l'instant reste l'utilisation de cette proportion dans l'échantillon de malades qui va nous permettre de retenir cette hypothèse, de dire qu'elle est vraie ou de dire qu'elle ne l'est pas. Alors, si par exemple E bar est égal à 0,03, si le calcul nous donne cette valeur, on a envie de dire que l'hypothèse qui était avancée est vraie. Pourquoi? Parce qu'il y a 3% dans l'échantillon qui sont malades et la prétention c'était 7%, moins de 7%. Donc, on peut avoir le sentiment que les données sont plus ou moins en train de confirmer cette hypothèse. Si E bar est égal à 0,35, si dans les observations, le calcul de E bar nous donne 0,35, on a plutôt envie de dire le contraire. Pourquoi? Parce que la prétention, c'est que le nombre de malades est inférieur à 7% dans la population. Dans l'échantillon, on a trouvé 35%. Donc, on a envie de dire que ce qui était avancé est faux. Mais jusqu'à maintenant, ce ne sont que des sentiments, ce ne sont que des idées intuitives sur lesquelles on se base pour dire ça. Mais, peut-on dire quelque chose si E bar est égal à 0,072? Regardez, E bar qui est égal à 0,72, il est légèrement supérieur à 7%, mais pas nettement supérieur à 7% comme c'était le cas ici. Alors, est-ce que c'est suffisant pour dire que la prétention est fausse et qu'il y a plus de 7% dans la population qui est malade? Alors, à ce niveau-là, je ne peux pas me prononcer. J'attends le développement dans la suite pour que je puisse dire. Et tout ce que je vous demande, c'est, dans ce genre de situation, c'est de vous méfier et d'aller vers les méthodes statistiques dont on dispose pour pouvoir tirer des conclusions avec ce genre de données. Alors, une règle de décision ici est de choisir judicieusement une valeur C dans l'intervalle 0,1 et accepter ou rejeter l'hypothèse selon que E bar est inférieur ou supérieur à C. Donc, au lieu d'avoir le 0,07 ou le 7% comme point de référence et comparer le E bar, qui est la moyenne des malades dans l'échantillon, à ce point de référence, on préférait le déplacer un petit peu, le changer. On a notre valeur C, toujours dans l'intervalle 0,1, puisque nous sommes en train de comparer une proportion à une constante. Et selon que notre proportion dans l'échantillon est inférieure à ce C, on dira que l'hypothèse est vraie. Si elle est supérieure à ce C, l'hypothèse, on pourra dire qu'elle est fausse. Et j'ai dit que ce C sera choisi de manière judicieuse et non pas de manière tout à fait arbitraire. Et c'est là l'objet de ce que nous allons faire dans la suite, c'est comment choisir ce point C de telle sorte que d'un côté, on peut accepter la prétention et de l'autre, on peut dire qu'elle n'est pas vraie. Alors, qu'on accepte l'hypothèse ou qu'on la rejette, on est dans chacun des cas exposé à un risque d'erreur. Donc, si vous voulez, ayant choisi le C, nous allons prendre l'une des deux décisions. Soit que les données sont inférieures à ce C et on va décider que l'hypothèse est vraie, soit que la moyenne des données est supérieure à ce C, et dans ce cas-là, on dira que l'hypothèse est fausse, mais dans l'un des deux cas, nous ne sommes pas sûrs
de notre conclusion. Donc, nous sommes en face d'une erreur dans l'un des deux cas. Alors, ces deux erreurs doivent être évaluées pour juger l'appropriation de la règle de décision que nous avions choisie. Donc, sans évaluer ces erreurs, sans connaître leur ordre de grandeur, nous ne pouvons pas être tranquilles et de dire que, voilà, nous avons une règle de décision qui nous permet de décider est-ce que l'avancée, est-ce que l'hypothèse est vraie ou elle est fausse. Donc, il faut d'abord évaluer ces erreurs pour être en mesure de conclure correctement. Alors, dans les deux problèmes d'estimation et de test d'hypothèse, les valeurs observées, toutes seules, ne suffisent pas pour conclure correctement. Donc, en se basant tout simplement sur les valeurs observées, c'est insuffisant, parce que de toute façon, si c'était suffisant, on se limiterait à faire des statistiques descriptives. Mais là, nous avions dit que nous allons nous donner les moyens d'aller un petit peu au-delà de faire des statistiques descriptives. Alors, E bar n'est pas stable d'un échantillon à l'autre. E bar, que nous avions vu tout à l'heure dans le cas critique, où il était égal à 0,072, qui était légèrement supérieur à 0,07, pourrait nous suggérer que la proportion des malades est supérieure à 7%. Mais la question qu'on devait se poser, si on avait pris un autre échantillon d'individus, est-ce qu'on trouverait encore une proportion, un pourcentage qui est supérieur à 7%? La réponse n'est pas évidente, car l'échantillon peut donner une valeur qui est inférieure à 7%, et dans ce cas-là, on serait un petit peu perplexe et on ne sait pas sur quel échantillon se baser pour prendre notre décision. Alors, maintenant, nous allons passer à un problème qui est similaire à celui que je viens d'évoquer, c'est l'inférence concernant un paramètre d'une distribution. Exemple 1, suite. Nous avions déjà vu que les réalisations des n mesures, M1, M2, Mn, de la longueur de la table, bien sûr, peuvent être considérées comme valeurs observées d'un échantillon aléatoire M1, M2, Mn. Donc, n variables aléatoires indépendantes et de même distribution. On a aussi vu pourquoi on peut supposer que MI est normal L sigma carré, où L est la longueur inconnue de la table que nous cherchons, et sigma carré, c'est la variance de ce MI qui est liée à la précision de la mesure, ou encore de l'instrument utilisé dans l'approche de cette mesure. Donc, retenons ces distributions, puisqu'il va nous être utile. Alors, le paramètre L à estimer est donc la moyenne d'une distribution normale. Donc, le transfert de ce L dans le contexte du paragraphe précédent à ce nouveau contexte, c'est que avant, on voyait ceci comme la longueur d'une table, donc c'est une moyenne qu'on cherchait à approcher par un certain nombre de mesures. Cette fois-ci, nous retrouvons L comme espérance mathématique d'une variable aléatoire, et donc la distribution des MI, c'est une distribution qui est normale dans l'espérance mathématique, et précisément ce L qui est inconnu. Donc ce L, il est un paramètre définissant une distribution. Alors, revenons à notre exemple de suite. Les EI sont des valeurs observées d'un échantillon aléatoire, E1, E2, En. Donc, les étiquettes où les EI, les grands EI, sont Bernoulli de paramètre P. Le paramètre P, c'est la proportion des malades dans notre population. Le paramètre P à estimer, ou sur lequel on veut tester une hypothèse, est le paramètre d'une distribution de Bernoulli.
Alors, comme dans le cas de L, où L c'était la longueur de table et on l'a revu comme espérance mathématique d'une variable aléatoire normale, ici le P c'est le paramètre associé à une distribution de Bernoulli qui est celle des EI et on l'a aussi vu comme étant l'espérance mathématique des EI ou de E bar. Alors, un exemple 3, dans la population de l'exemple 2, on veut vérifier l'hypothèse que les proportions pH des malades chez les hommes et PF chez les femmes sont les mêmes. Alors, je crois que ce problème, on l'a rencontré déjà quand on voulait quand on a considéré les distributions conditionnelles. Donc, nous avons une population. Il y a une proportion P de malades, on l'a déjà considéré, mais maintenant, nous allons nous intéresser aux femmes et aux hommes. Et donc, dans cette population, la proportion des malades hommes, c'est pH. Et la proportion des malades, c'est ça. Hommes, c'est pH et la proportion des malades femmes, c'est PF. Donc, H pour homme et F pour femme. Alors, la question qu'on peut se poser, est-ce que ces deux proportions sont les mêmes chez les femmes que chez les hommes? Est-ce que PF et PH les mêmes chez les femmes que chez les hommes? On prend un échantillon aléatoire de taille n parmi les hommes et un autre échantillon de taille m parmi les femmes. On a donc E11, E12, E1n, c'est l'échantillon associé aux hommes. Avec E1i, c'est une variable aléatoire de Bernoulli de paramètres, bien évidemment, P indice H. E21, E22, E2m, c'est de nouveau un échantillon avec une distribution commune, E1j, c'est Bernoulli de paramètres P indice F. L'hypothèse qu'on serait emmené à tester ici, c'est pH égale à PF. Est-ce que la proportion des malades chez les hommes est la même que la proportion des malades chez les femmes? Donc, c'est une hypothèse qu'on veut vérifier. Remarquez qu'à ce niveau-là, le fait de vouloir vérifier cette égalité-là ne demande pas de connaître la valeur de chacune. La valeur de chacune ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresserait, est-ce que ces deux valeurs sont égales ou pas? Et peu importe leur valeur commune. Si on voulait nous intéresser à leur valeur commune, alors là, ça serait, comme on l'avait déjà dit au début de ce chapitre, un problème d'estimation. Là, le problème, c'est un problème de test d'hypothèse, comme c'est indiqué ici. Donc, l'hypothèse à tester, c'est pH égale PF. Alors, dans ces trois exemples, la distribution est connue, sauf pour un paramètre ou deux. L, dans le cas de la mesure de la table, et peut-être sigma carré, la variance associée à l'instrument de mesure, dans le premier cas. P dans le deuxième cas. Et pH ou PF dans le troisième. On dira qu'on a un problème d'estimation ou de test paramétrique. Ceci mérite de s'arrêter un petit moment sur ce dernier terme paramétrique. Parce qu'on va voir un autre concept qui sera opposé à ce paramétrique, et pour le comprendre, il faut d'abord comprendre celui-ci. Ce paragraphe s'intitule « Inférence sur un paramètre d'une distribution ». Alors, ce que nous avions essayé de faire à travers ces trois exemples, c'est de montrer que dans tous les cas, nous avons des échantillons qui ont une distribution. Cette distribution n'est pas totalement connue. Mais si on connaît les paramètres respectifs qu'on a énumérés ici, cette distribution deviendra
parfaitement connue. Donc la distribution est connue à un paramètre ou deux près. Et dans ce cas-là, nous parlons de problèmes statistiques qui est d'estimation dans le cas d'estimation ou de test dans le cas de test paramétrique. Inférence concernant une distribution. Alors, avant d'aller de l'avant, je voudrais quand même vous rappeler que ce problème, on l'avait déjà évoqué à un moment donné. Rappelez-vous que lorsque nous avions essayé de trouver un modèle de distribution pour une population, nous avions tenté d'approcher les probabilités par les fréquences relatives. Et nous avions défini d'ailleurs les probabilités comme étant des valeurs limites de ces fréquences relatives. Seulement, cette méthode-là, on l'avait appelée méthode empirique, où le modèle obtenu, c'était un modèle obtenu par une approche empirique. Nous avions dit que nous pouvons prendre des modèles a priori en se basant sur certaines connaissances à propos du phénomène à l'étude ou de la structure de la population. Et c'était ça ce que nous avions fait dans les deux cas, discret et continu, en utilisant des modèles a priori. Mais nous avions dit à la fin de cette leçon que ces modèles a priori seront basés sur un sentiment, seront basés sur certaines connaissances, mais ils peuvent ne pas être exacts. Et on s'est dit qu'à un moment donné, on va se donner les moyens de vérifier si ce choix de modèle a priori est approprié ou pas. Eh bien, je crois que le moment est venu pour le faire. On ne le fera pas de manière intégrale tout de suite, on va l'initier et on aura le temps de le faire au fur et à mesure que la théorie se développe tout en accompagnant les problèmes qui se posent dans la pratique. Alors, dans l'exemple des poids et des tailles des individus dans une population, on a essayé d'expliquer pourquoi on pouvait supposer que la distribution conjointe des deux caractéristiques était normale bivariée. Alors, ceci n'est qu'un exemple, puisque on a aussi dit la même chose, et ça je l'avais déjà dit auparavant, dans le cas univarié. La variable aléatoire W associée à la taille est donc normale. Ceci venait du fait que la distribution conjointe était normale bivariée et nous avions dit que la variable W avait une distribution marginale aussi normale. Alors, on peut nous intéresser à FW qui était égal à la probabilité que W est inférieur à W pour chaque W et calculé à partir de la surface sous la courbe densité de cette normale. Donc, ça c'est le calcul si on dispose de densité, c'est-à-dire si on a adopté un modèle a priori, c'est ce que nous avions fait. Nous avions dit que nous pouvons supposer que la distribution conjointe est normale, donc la distribution marginale est normale. Et on passe au calcul de cette fonction de répartition à partir de la surface sous la courbe. Ça ne nous pose aucun problème. Seulement, tout reste lié à la validité de l'hypothèse que nous avions faite. Est-ce que nous avions vraiment un modèle normal bivarié? Alors, on verra comment, à un moment donné, on peut estimer FW sans cette hypothèse de normalité pour chaque valeur de W. Donc, en fin de compte, on va se donner les moyens de ne pas se hasarder, si la situation ne le permet pas, de prendre un modèle a priori qui risque de ne pas être adapté, mais plutôt de l'estimer à partir des données elles-mêmes. De toutes les façons, ce travail-là sera un petit peu rude. Pourquoi? Parce que l'estimation se fera W par W, mais heureusement pour nous, comme on va le voir par la suite, la valeur estimative que nous allons adopter a une propriété très sympathique qui va nous faciliter la vie et qui va nous rassurer pour dire que finalement, nous allons un bon moyen d'estimer notre fonction de répartition. Alors,
une fois la fonction de répartition estimée, je crois que nous avons la distribution parce que au moment où j'ai introduit la fonction de répartition, j'avais dit que ayant une distribution, on peut calculer la fonction de répartition et ayant une fonction de répartition, on peut en déduire la distribution, donc on peut l'estimer. On verra aussi comment on peut tester l'hypothèse de normalité de la distribution de W. Donc, tester ce modèle a priori, est-ce qu'il est valable ou pas. Donc, ça viendra après dans une autre leçon. D'autres problèmes d'estimation ou de tests d'hypothèse qu'on qualifiera de non paramétriques seront aussi abordés. Donc, je crois que la situation paramétrique, problème paramétrique était clair. Distribution connue à un ou deux paramètres près. Dans ce cas-là, on parle de paramètres et notre préoccupation serait tout simplement d'estimer le ou les paramètres pour finalement connaître totalement la distribution. À partir de ce que je viens de dire maintenant concernant la fonction de répartition, soit pour l'estimer ou soit pour tester la normalité, on parle plutôt d'un problème non paramétrique. Alors, pourquoi on parle de problème non paramétrique? Nous n'adoptons pas de forme de distribution. Nous supposons que la distribution est totalement inconnue et non pas connue sauf pour quelques paramètres. Alors, quand on travaille dans ce contexte, nous parlerons de problèmes de tests ou d'estimation non paramétriques. On aura l'occasion de revenir en détail sur cette deuxième situation. On peut se dire, et c'est tout à fait légitime, que puisqu'on a les moyens d'estimer sans prendre de modèle a priori, et puisqu'on a les moyens de tester des hypothèses sans prendre des modèles a priori, pourquoi on s'est cassé la tête jusqu'à maintenant à chercher des modèles a priori? Je crois que les choses vont devenir assez claires par la suite, mais je donnerai pour l'instant un élément de réponse. Si nous sommes dans une situation paramétrique, c'est-à-dire que si nous pouvons adopter un modèle paramétrique, c'est-à-dire une distribution connue sauf par un paramètre, et que ce choix est relativement raisonnable. Et si nous ignorons ce choix et optons pour le non paramétrique, c'est-à-dire dire que ça ne nous intéresse pas de prendre un modèle a priori, eh bien, les erreurs qu'on aurait commises dans nos conclusions seront plus importantes que si on aurait travaillé dans le cadre paramétrique. Mais ceci à condition que le choix des modèles a priori soit relativement raisonnable. Donc, on n'est pas libre de faire ce qu'on veut et il n'est pas conseillé d'aller systématiquement vers le non paramétrique. Il faut aller vers le non paramétrique quand on a du mal à trouver le modèle a priori qui est non paramétrique. Bon, la mise en garde étant faite, il ne faut pas quand même trop s'alarmer et croire que si on utilise du non paramétrique dans une situation où on est emmené à utiliser le paramétrique, bien évidemment, les erreurs sont très importantes, mais beaucoup d'études de comparaison ont été faites pour finalement montrer qu'il y a une différence, mais dans beaucoup de situations, il n'est pas énorme au point, si vous voulez, de nous alarmer, comme je l'ai déjà dit. Alors, pour ce qui est de cette leçon, je crois qu'il représente un tournant capital dans ce cours, puisque non seulement il nous introduit tout ce qui va venir par la suite, mais il nous a introduit 4 ou 5 choses à la fois sur lesquelles je voudrais revenir pour que les choses soient claires et pour qu'on puisse un petit peu voir mieux sur ce qui va venir dans la suite. Alors, première chose, c'est que nous sommes en train de faire des statistiques inférentielles. C'est que notre but, c'est de démarrer de conclusions à partir d'un nombre de données, d'un échantillon, et vouloir généraliser cette conclusion à toute la population. La conclusion, nous l'avions vu,
il pourrait être approché un paramètre par une valeur, et dans ce cas-là, nous parlons de problème d'estimation. Nous pouvons ne pas nous intéresser à la valeur de ce paramètre, mais plutôt vérifier s'il est plus petit qu'une certaine valeur ou plus grande, comme on l'avait vu pour le cas des proportions de malades. Dans ce cas-là, nous parlons d'un problème de test d'hypothèse. Donc, deux options sont clairement définies ici et deux directions sur lesquelles nous allons travailler à partir de maintenant, c'est la direction estimation et la direction test d'hypothèse. Deux autres situations qui se recoupent avec ces deux directions. C'est le contexte paramétrique dans lequel la situation est de travailler pour des données ayant une distribution connue sauf par un paramètre, ça je l'ai déjà suffisamment expliqué, et le contexte non paramétrique. C'est la situation où on a du mal à adopter un modèle a priori et donc on préfère ne pas se hasarder et faire comme si on ne peut pas connaître la distribution des observations. Et une autre remarque que j'ai déjà faite, mais sur laquelle je voudrais insister. On peut avoir l'impression qu'on a le choix d'aller plutôt vers des méthodes non paramétriques, mais attention, les méthodes non paramétriques, c'est une issue de secours à laquelle il faut recourir quand on ne peut pas avoir une distribution paramétrique dépendant de quelques paramètres. Donc, il ne faut pas faire ceci de manière systématique. Et alors, dans le paramétrique, comme dans le non paramétrique, nous allons faire aussi bien de l'estimation que les tests d'hypothèse. Je ne crois pas que j'étais suffisamment exhaustif dans l'introduction de ce qui va venir, mais je crois que j'ai évoqué l'essentiel, mais dans la suite, plus les leçons avancent, plus on va découvrir que nous allons couvrir les sujets que j'ai évoqués ici et éventuellement d'autres sujets similaires. Et alors, je crois que c'est à ça que nous allons nous atteler à partir de maintenant jusqu'à la 25e leçon. Alors, pour clore cette leçon, je voudrais vous rappeler que pour avoir des exercices, pour vous exercer à voir si vous avez bien compris ce que nous avions fait jusqu'à maintenant, pour éventuellement avoir des réponses à des questions, vous pouvez toujours vous référer au site web Uninetuno et pour ça, il vous suffira de cliquer sur Mednetu et merci.